Bonjour et bienvenue dans ce flop 15 des films de l'année 2017. Donc, nous allons reprendre cette fois-ci les films qui m'ont le plus énervé et que j'ai trouvé le plus mauvais dans l'année 2017, avec avant tout 5 mentions honorables, dont je donnerai les classements dans la liste des 137 films que j'ai vus. Et je pense que cette vidéo, je dois être prêt à rager. Mais avant de passer au flop 15, parlons de 5 mentions déshonorables. Première mention déshonorable, Justice League de Zack Snyder et Joss Whedon. Certains me diront que je suis un simple rageux, mais pour moi, le Justice League rate totalement l'impact qu'il aurait dû avoir dans le DC Cinematic Universe. Je suis conscient qu'il y a eu des problèmes dans la réalisation, notamment à cause de la mort de la fille de Zack Snyder, mais ça n'empêche pas que ce crossover réunion est un raté pour moi. Deuxième mention honorable, Santa & Company de Alain Chabat. Un film qui avait tellement de potentiel. On sent que visuellement, il avait quelque chose. On sent qu'on avait mis les moyens dans ce film. Et tout ça pour en faire un film critique, cynique sur Noël, je ne comprends pas la démarche d'Alain Chabat sur ce film. Troisième mention déshonorable, Nocturnal Animals de Tom Ford. On va pas se mentir, ce film c'est de la branlette intellectuelle. Je ne comprends pas comment on peut aimer tant de prétention et d'élitisme dans un film. Et ceux qui l'ont aimé et qui vont me dire que c'est pas de la branlette intellectuelle, alors je vous demande comment vous appelez ça une introduction. On voit des grosses obèses qui dansent tout nus pour ravir un public d'élite. Quatrième mention déshonorable, Grave de Julia Descournaux. Alors, j'ai conscience que ce film n'a pas été simple à réaliser. Ne serait-ce que parce que c'est un film d'horreur et aussi parce que c'est fait par une réalisatrice et que les réalisatrices ont du mal à se placer. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment vouloir à ce film d'avoir du succès parce qu'au moins ça donne une bonne place pour les réalisatrices. Mais après, ne nous mentons pas, ce film n'était pas si bien que ça. Il était même assez mauvais. Je veux dire, au niveau du film d'horreur, j'ai déjà vu bien plus gore et bien plus oppressif que ça. Et enfin, la dernière mention déshonorable, L'expérience interdite Flatliners de Niels Arden Oplev. Ce film, c'est une arnaque. Soyons clairs là-dessus, ce film est une putain d'arnaque. Parce que au départ, j'y croyais vraiment dans ce film. Mais il déborde de messages tellement malsains sur l'avortement, sur la médecine, sur les sciences. C'est un film qui pour moi est catho, enfin pas catho, est religieux à mort. Et je trouve qu'il est puant dans les messages qu'il veut nous faire passer. Et là où c'est le plus puant, c'est que quelque part c'est bien fait comme film. Mais c'est très mauvais dans ce qu'il veut nous faire passer. Bon, et maintenant que nous avons parlé des 5 films aux mentions déshonorables, passons au flop 15. Je suis pas du tout motivé. Genealogy is better than cotton candy on top of a fountain of chocolate! Numéro 15. Capitaine Super Sleep de David Soren. C'est un film... Je ne comprends pas ce film. C'est un film qui tourne rapidement en rond. Il essaye d'être créatif visuellement, quelquefois il est, mais c'est un film qui tourne tellement en rond avec des gags pas drôles. C'est des gags qui tournent tout le temps autour de la même chose. C'est un film qui tourne rapidement en rond et on s'ennuie, mais l'intrigue est totalement stupide en plus. Non, c'est un film qui avait un potentiel mais qui le gâche. Numéro 14. Le bonhomme de neige de Thomas Alfredson. Bah, tant qu'à parler de gâchis de potentiel, on peut aussi parler de celui-là de film. Je veux dire, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce film, en fait. Le film nous laisse croire qu'il va y avoir quelque chose d'énorme, qu'il va y avoir quelque chose de profond. Mais déjà, au bout de quelques instants, on commence à comprendre où l'intrigue veut nous emmener. Mais en plus, c'est d'un mal fait. Ça gâche totalement. Le scénario, il est bateau et quelquefois, il ne tient même pas la route. Je veux dire, non, ce film ne tient pas la route et c'est un gâchis parce que il nous laisse espérer pour au final nous pondre une résolution bateau qui est incohérente quand on y pense 2 secondes et
Et pour moi, c'est encore une fois un gâchis de potentiel. Numéro 13. Sous le même toit de Dominique Farrugia. Les personnages sont écrits avec les pieds dans ce film. Je veux dire, le film est censé nous axer sur un couple divorcé, mais le problème, c'est que ce couple divorcé est mal écrit. Gilles Lelouch, il fait des fois des mensonges, tu comprends pas pourquoi, tu comprends pas pourquoi un footballeur s'intéresserait déjà à la situation familiale de son agent. Tu comprends pas comment Gilles Lelouch peut se trouver dans la merde alors qu'il gère des footballeurs. Je suis pas spécialiste, mais je pense que les footballeurs, ça paye quand même pas mal. Et je comprends pas la mentalité de comment ça s'appelle? Louise Bourgoin. Louise Bourgoin, qui joue un personnage, mais mal écrit, mais mal foutu au possible, qui est plate, qui est vide et dont on ne comprend absolument pas les motivations. Numéro 11. Chacun sa vie de Claude Lelouch. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais une blague pour ce film. Je disais que pour moi, c'était pas un film, c'était de la nécromancie, parce qu'il ramenait des tas de morts à la vie. Je ne suis pas sûr de vouloir faire cette blague suite à la mort de Johnny Hallyday. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est nul. C'est même pas qu'il y a une mauvaise intrigue, mais c'est qu'il n'y a pas d'intrigue du tout. C'est censé être un film choral, mais il y a plein de scènes il y a des scènes qui sont censées être drôles dans ce film. Honnêtement, il y a des scènes qui sont censées être drôles. Non, parce qu'il y a quand même une scène de fellation forcée, il y a une scène de viol qui nous est montrée de manière censée être comique. Il y a un problème, Claude. Il a un problème, le Claude Lelouch. Faut plus le laisser utiliser une caméra à ce niveau-là. En fait, on va pas se mentir. Ce film, ça ne cherche qu'à ramener des acteurs qui n'avaient plus de carrière. Et qui ne font rien d'autre dans ce film que les stéréotypes pour lesquels on les connaît. Je vous prends l'exemple de Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard qui joue un médecin. Ok, d'accord, mais le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte que des blagues de cul. Bravo. C'est un film qui ne se cache même pas de faire jouer des acteurs juste pour qu'ils aient encore une carrière. Faut arrêter un petit peu. Numéro 11. Un profil pour deux de Stéphane Robelin. Beaucoup de films français dans ce flop 15. J'ai peur pour la fin. Ce film, pour moi le problème de ce film, c'est qu'il a été mal genré. On nous vend une comédie sur une personne qui prend un profil Facebook et qui se fait passer pour un jeune homme. Et en fait, c'est presque un drame. Enfin, je sais pas si c'était voulu pour être joué comme un drame, mais les acteurs jouent comme ça. C'est un film mélancolique et c'est censé être une comédie. C'est censé être une comédie et c'est joué, mais de manière, t'as presque envie de pleurer. Avec en plus l'acteur Yanis Lesper qui joue, mais alors comme un pied. Même Pierre Richard, grand acteur, mais qui n'y croit pas du tout dans ce film. Et c'est quoi la morale de ce film au final? C'est quoi? C'est pas grave de tromper une jeune fille dans les sites de rencontres? Parce que moi je vois que ça. Je vois que ça comme film. Parce que le mec en plus il trompe sa copine avec la nana. Le mec couche avec à la place du juste. C'est malsain. C'est à la fois mélancolique et malsain comme film. Numéro 10. Gangsterdam de Romain Lévy. Vous savez ce qui est plus drôle que ce film? C'est la manière dont Romain Lévy veut absolument le défendre. Mais il a défendu, mais alors d'une manière totalement conne, avec des arguments bidons, et en fait c'est assez similaire à ce qu'est le film au final. Un film avec des arguments bidons, des blagues absolument pas drôles et assez malsaines en soi, qui se répètent, qui s'éternisent, un peu comme le faisaient les nouvelles aventures d'Aladin. La seule chose qui le sauve du naufrage le plus total, c'est que les scènes d'action ne sont pas mal. Mais honnêtement, encore niveau scène d'action, j'ai déjà vu mieux, hein. C'est surtout qu'en plus c'est un film qui montre une telle mauvaise image, mais de tout ce que vous voulez. Vous voulez prendre un film qui est à la fois misogyne, raciste, et tout ce que vous voulez comme oppression,
bah vous prenez ce film, hein, il n'en épargne aucune. Et c'est censé être un film pour gosses. Romain Lévy l'a dit lui-même, c'est un film qui est à montrer aux 10-11 ans. Merde quoi. Et c'est un film qui montre le viol, mais de manière positive. Je parle pas seulement de la scène de fellation, je parle de la manière que la scène de fellation résout le problème. Merde quoi, depuis quand c'est devenu drôle de faire des films aussi malsains? Numéro 9, La momie d'Alex Kurtzman. Ce film est censé introduire le Universal Cinematic Universe. Et il est censé remplacer Dracula Untold à ce sujet. Vous avez largement perdu au change, les gars. Parce que Dracula Untold, je l'ai trouvé moyen comme fait parce que je le trouvais trop sombre. Mais c'était un film qui avait le mérite de poser une histoire intéressante, de proposer quelque chose d'intéressant. La momie ne propose rien d'intéressant. Il n'y a qu'une scène qui est créative visuellement, mais scénaristiquement, c'est complètement con. Au niveau, que ce soit pour installer le film ou installer l'univers qui est censé suivre, rien ne va. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec cet univers, mais la manière dont le Dr Jekyll, Mr Hyde, qui nous est introduit de force dans ce film, veut essayer de résoudre le problème de la momie, c'est une connerie telle que j'ai l'impression qu'on va droit dans le mur, hein. Au moins, le DC Cinematic Universe, ils avaient attendu Batman vs Superman pour se planter. Non, je vais arrêter avec ça, je les troll beaucoup trop. Mais voilà, La momie, pour moi, c'est un film beaucoup trop mauvais. Et Tom Cruise, c'est une erreur de casting. Il est trop vieux pour ce genre de rôle. Prenez Chris Pratt, prenez Benedict Cumberbatch, prenez des acteurs, prenez Norman Reedus, mais pas un acteur comme Tom Cruise. Alors je sais qu'il vous faut un acteur qui fasse l'aura des stars, mais au moins assignez-le à un rôle qui pourrait lui correspondre. Merde quoi. Numéro 8, L'embarras du choix de Eric Laven. Nous vendre un film sur une femme qui ne peut rien choisir dans sa vie, qui ne sait pas faire de choix. Tout ça pour débouler sur tout simplement une histoire d'une femme qui se retrouve entre deux mecs. Mais je pense que c'est le plus gros... En plus, c'est un film qui ment. C'est un film qui ment sur son intrigue. C'est un film menteur. C'est de la publicité mensongère, ce film. Parce que on nous vend une femme qui ne sait faire aucun choix dans sa vie, et pourtant, à plusieurs reprises dans le film, on la voit faire des choix. On la voit faire des choses qui nécessitent de choisir, et qui pourtant, elle le fait sans problème. Et il y avait tellement un potentiel comique à exploiter avec le synopsis de base, mais il n'en faut rien. Pire, il ne l'exploite pas, il n'en faut rien. C'est même pas qu'il n'en faut rien, c'est que c'est même pas là. C'est même pas dans le film. C'est même pas dans le film que l'on retrouve le concept de base. Comment t'arrives à foirer ça? C'est même pas seulement le scénario que tu foires, c'est tout simplement que tu n'appliques pas ton concept de base. Comment t'y arrives? Comment t'as fait? Je veux savoir. Numéro 7. Le petit Spirou de Nicolas Barry. La prophétie, les amis. La prophétie s'est réalisée. La prophétie a fait que j'avais raison au sujet du petit Spirou. Je sais pas, dans le petit Spirou, j'avais prédit qu'ils allaient faire un film sur Spirou. Mais que pour moi, le film sur Spirou n'irait pas parce que pour qu'il soit bon, enfin pour qu'il soit cohérent avec le petit Spirou, il faut qu'il adopte l'identité visuelle du petit Spirou. Et c'est pas possible parce que les aventures de Spirou, ça reste un film d'aventure. Ça ne peut pas être un film comique pour enfants qui n'irait pas. Et ça s'est passé. Ça s'est passé. Après le film Le Petit Spirou, ils ont diffusé la bande-annonce Les Aventures de Spirou. Et devinez quoi? Les Aventures de Spirou nous montrent quelque chose qui ne va pas du tout avec le Petit Spirou. Que ce soit visuellement, que ce soit dans le ton, que ce soit dans la manière de présenter les choses, ça ne va pas du tout. Et j'ai l'impression que c'est une faiblesse, limite. C'est un aveu de faiblesse de la part du cinéma français de nous dire on ne sait pas créer un univers cohérent.
On ne sait pas créer un univers cinématographique cohérent. Le seul univers cinématographique cohérent qu'on a réussi à créer, c'est celui avec les nouvelles aventures d'Aladin. Et croyez-moi, c'est pas une bonne chose. Mais voilà, qu'est-ce que je peux dire sur Le Petit Spirou? C'est un film qui gâche tout. C'est un film qui exploite très mal son concept d'adaptation BD, qui ne sait pas utiliser l'humour de la BD originelle. Et c'est pas une question de fidélité d'adaptation. Je veux dire, c'est juste une question de voilà. Il y avait des gags à faire qui étaient présents dans Le Petit Spirou. Tout ce que vous aviez à faire, c'était de reprendre comme il faut ces gags. Vous n'en reprenez aucun. Et vous ne savez pas faire rire. Le Petit Spirou, c'est pas censé être une bande dessinée uniquement pour les enfants. Il y a beaucoup de blagues adultes dans Le Petit Spirou. Il y a beaucoup de blagues qu'il faut comprendre en étant adulte. Tu ne peux pas faire un film Le Petit Spirou là-dessus si tu ne prends pas en compte ça. Et c'est l'erreur que fait ce film. Et j'ai très peur pour le film Les Aventures de Spirou parce que c'est un projet qui m'intéresse. C'est un projet dans lequel on pourrait aller sur autre chose que nos clichés habituels français. Mais Le Petit Spirou, c'est un film qui nous plombe ce potentiel. C'est un film tellement mauvais qu'il se répercute sur d'autres films. Qu'est-ce que vous voulez que je... Numéro 6. À bras ouverts de Philippe de Chauvron. Je pense que c'est le film que l'on verra le plus dans les flops de 2017 cette année. Alors, c'est le dernier des films français, je vous rassure tout de suite. Je vous préfère vous prévenir parce que c'est vrai que je viens d'entamer une série où il y en avait pas mal. Mais... Et pourtant, si ce film est dans ce flop, c'est pas tellement sur le message que véhicule le film pour les Roms, qui est malaisant, je suis d'accord, mais qui pour moi n'est pas le problème principal du film, qui n'est pas le plus gros problème du film. Pour moi, le plus gros problème du film, c'est qu'on fait du personnage de... je sais plus qui joue le rôle du gitan, du chef de la famille gitan, mais on en fait un personnage attachant alors qu'il séquestre sa fille. On en fait un personnage positif alors qu'il oblige sa fille à ne pas voir les garçons, qui enferme sa fille, qui l'empêche de vivre une vie épanouie. Et ainsi que tous les autres messages sur la femme. Le film se termine sur un mariage forcé. Le film se termine sur un mariage forcé montré de manière positive. Et le gauchiste hypocrite et le chef de famille qui a séquestré sa fille et qui a obligé le fils du gauchiste hypocrite à se marier avec elle, sinon il tuait le père, ce qui s'appelle un mariage forcé, sont tous les deux heureux. Oh, c'est génial, on a uni nos familles. Et je parle de ça, c'est pas le seul message négatif, c'est le plus gros message négatif au niveau de la communauté au niveau des femmes et au niveau du féminisme. Mais comment tu peux montrer des choses négatives en disant qu'au final c'est positif? Surtout si à côté alors ce film se moque des gauchistes, il se moque des Roms, il donne des clichés racistes, il donne des clichés anti-féministes, il donne la seule catégorie de population qui n'est pas touchée par des gros clichés, c'est des gars du Front National. Quand je pense qu'on a fait tout un pataquès sur un film qui allait parler du Front National, et que là, on laisse passer ça, je ne comprends pas comment ce film peut se faire. Je ne comprends pas comment un producteur a pu voir le film, comment quelqu'un a pu voir le film, voir comment il se terminait, voir tous les messages qu'il véhiculait, notamment sur les femmes, et comment personne ne s'est dit, il n'y a pas un problème. Même pas. Il n'y a même pas un qui s'est dit ça. Je ne comprends pas comment ce film a pu se faire. Vraiment. Numéro 5. Le monde secret des emojis de Tony Leondis. Vous voulez savoir ce que ça donne un placement de produit de plus de 2 heures? Vous allez voir ce film. C'est tout ce qu'est ce film en fait. C'est un placement de produit pour des produits de téléphone. Alors vas-y que ça te parle de Dropbox. En plus, c'est fait par des gens qui ne connaissent rien aux technologies. C'est fait par des vieux qui veulent se faire jeunes. Et alors, qui hypocritement
te font plein de pubs sur les applications téléphoniques, mais qui en même temps ne peuvent pas s'empêcher de se foutre de la gueule de ces jeunes qui utilisent tout le temps leur téléphone portable, qui ne savent pas faire le rapprochement entre les hiéroglyphes et les emojis. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont cons ces jeunes à tout le temps utiliser leur téléphone. Et tu fais un film avec ça dedans, et avec en plus le fait que tu fais des pubs pour des applications pour téléphone. Le réalisateur et les producteurs, les scénaristes, l'équipe de ce film entière méritent un énorme doigt d'honneur d'or en hommage à leur putain d'hypocrisie. Honnêtement, hein. Alors, évidemment, on passera sur tous les placements de produits. Alors, parler de SoundCloud pour parler de liberté alors que tous les téléphones ont au moins Google ou une application Internet. Pourquoi SoundCloud plus qu'un autre? Je sais pas. Qui te font un truc sur Spotify qui ne sert à rien. Un passage sur une espèce d'application avec les messages en vert qui ne sert à rien non plus. Je crois que c'est WhatsApp. L'application. Qui te font une publicité sur Just Dance. Qui a Just Dance sur son téléphone? Qui a Just Dance? C'est même pas qu'ils inventent des jeux pour créer un univers. Non, ils reprennent des produits. Ils reprennent des marques. Just Dance, ils le reprennent vraiment. Ils te reprennent vraiment Candy Crush. Et c'est même pas parce qu'ils te montrent le nom, ils te donnent le nom Candy Crush. Et qui utilise Just Dance? C'est une question, ça va me hanter, ça. Il y a vraiment des... Dites-le moi en commentaire si vous utilisez Just Dance. Mais je vois pas quel est l'intérêt d'avoir Just Dance sur son téléphone. Honnêtement. Et oui, effectivement, est-ce qu'on en parle de l'assistance sur les blagues du caca à chaque fois qu'il y a l'emoji caca? Numéro 4. Alien Covenant de Ridley Scott. Ce film n'a aucune raison d'exister. L'intrigue de ce film n'a aucune raison d'exister. Si les personnages n'étaient pas aussi cons, s'il n'y avait pas autant d'incohérences scénaristiques, s'il n'y avait pas autant de décisions stupides, s'il n'y avait pas autant de clichés de films d'horreur qu'on n'est plus autorisé à faire, s'il n'y avait pas tout ça, ce film ne pourrait pas exister. Je ne comprends pas les décisions qu'il y a eu pour ce film. Ne serait-ce que pour James Franco. On m'explique Alors, en plus de ce que j'ai entendu dire, ils ont supprimé des scènes qui se retrouvent sur Internet. Ça veut dire qu'en plus, pour comprendre certaines choses à partir des personnages, t'es obligé d'aller voir des courtes vidéos sur Internet. Vous voyez ce qu'on accuse pour le MCU sur le fait qu'il faut aller voir les séries pour comprendre le film. En réalité, c'est ça, Alien Covenant. T'es obligé d'aller voir des trucs sur Internet pour comprendre l'intrigue du film. Vous trouvez ça normal, vous? Et il y a tellement de choses qui ne vont pas, mais c'est pas seulement avec le film que ça ne va pas, mais c'est aussi avec Prometheus, c'est aussi avec la saga Alien, c'est aussi avec tout ce qui compose l'univers d'Alien. Rien ne va dans ce film. En plus, c'est totalement con. Mais c'est ça le problème, c'est que tout est con dans ce film, que ce soit les personnages, le scénario. Alors oui, ça veut nous balancer des messages sous-jacents. Bravo pour les messages sous-jacents. Je ne crois pas que nous soyons les résultats d'un hasard biologique. Super. Alors là, bravo. 20 sur 20. Mais ce film est une honte à la saga, à la mythologie Alien. Je ne vois pas d'autre mot, c'est une honte. Et si vous voulez avoir un bon film Alien cette année, il y a Life Origin Inconnu, croyez-moi, vous y gagnerez au change. Numéro 3. 50 nuances plus sombres de James Foley. Oh boy. Par où je commence avec lui? Le seul point positif que je peux retenir, c'est qu'au moins, apparemment, ils ne sont pas prévus pour séparer le troisième film en deux. Je vais quand même devoir me le taper, le troisième film, hein, mais... Oh, quelle merde! Mais quelle merde, ce film! C'est même pas un film érotique! C'est même pas un film érotique, ou alors l'érotisme est extrêmement mal fait dans ce film. Mais surtout, c'est un film érotique, mais avec des trucs tellement cons au niveau des messages qu'il veut faire passer, au niveau des trucs qui l'entourent.
Bordel, comme je dis, c'est vraiment ça les films qui sont estampillés nana, les films qui sont censés marcher sur le public féminin. Montrer une femme totalement dépendante d'un mec, où tous les mecs autour d'elle sont des gros connards, mais surtout ce qui est censé être son petit ami, le mec qu'on est censé trouver le plus mignon, qui est un putain de psychopathe. Mais c'est un putain de psychopathe, le mec. Ce qu'il fait, on appelle ça du harcèlement, hein, dans le cadre normal. Et c'est censé être montré comme quelque chose de mignon. Comme quelque chose... Oh, bon, il a acheté tous ses portraits, il a acheté sa boîte, il fait en sorte qu'aucun homme puisse se poser son regard sur elle, il ne veut pas la laisser aller seule pour son travail. Oh, c'est mignon. Mais couille, oui. Mais couille. Putain, mais je comprends pas comment le public féminin, alors je dis pas que toutes les femmes apprécient ce film, mais je comprends pas comment une partie du public féminin peut apprécier un film qui les traite de sous-merde. Parce que c'est ça, 51 plus sombre, c'est un film qui vous traite de sous-merde, et je pense que la suite ne sera pas mieux. Et qui en plus, un film qui perd en plus tous les intérêts, on sent vraiment que ça a été réalisé par un homme, hein, parce que tout ce qui faisait l'intérêt du premier film, ça a été zappé. Et c'est pas genre des producteurs, c'est E.L. James qui a décidé ça, hein. C'est E.L. James qui a viré toute l'équipe du premier film pour nous sortir pour nous sortir cette équipe, nous a réalisé cette daube. Je ne veux pas connaître E.L. James, honnêtement, je ne veux pas la connaître, cette femme, hein. Pour moi, cette femme est malsaine. Numéro 2. Ozzy, la grande évasion de Nacho Lacasa et Alberto Rodriguez. Oh mon Dieu! Oh la vache! Oh! Mais ça doit être interdit de faire des films comme ça. Oh! Bordel, mais comment c'est possible qu'un film comme ça ait pu voir le jour? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment cette horreur a pu sortir. Je comprends pas. Il n'y a aucune explication logique. Ce film, c'est une anomalie. Rien ne va dans ce film. Rien ne va. L'animation, elle est mal branlée. L'intrigue, elle est conne comme c'est pas permis. Les personnages sont mal foutus. Le design est moche, ça fait des références ratées, ça fait des blagues sur le pipi caca. Y a rien qui va dans ce film. On retrouve des films mieux faits par des amateurs sur YouTube. C'est à ce point-là. Vous tapez n'importe quel animateur sur Internet, mais ça sera toujours mieux que cette daube. Mais ce serait un film proposé en école de cinéma, je suis sûr que le prof vous met un 0. Et ça sort au cinéma. Mais ça n'a rien à faire. Oh. Oh, putain, et dire qu'il y en a qui... Je ne comprends pas comment il y en a qui défendent ce film, mais c'est... Oh. Alors oui, c'est pas sous prétexte que c'est un film fait avec peu de budget, c'est un film hispano-canadien. Hispano-canadien, tu le sens bien, le bobo, hein, le bobo hipster. Oui, c'est un film hispano-canadien. Le film aurait pu être fait par un ouzbek, que ça n'en resterait pas moins une merde. Je ne comprends pas comment on laisse ce genre de film sortir. Et le numéro 1 du flop 15 de l'année 2017, Resident Evil, le chapitre final de Paul W.S. Anderson. Vous savez quoi? Ce film est aussi incompétent que Ozzy la Grande Évasion. Mais au moins, Ozzy la Grande Évasion, c'est juste un film. C'est juste un film qui présente tous les défauts du monde. Là, ce film, c'est la conclusion d'une saga entière. Et c'est un film qui, en plus d'être la conclusion d'une saga de merde, parce que Resident Evil, la saga de films, c'est une saga de merde. Chacun des films est mauvais, ça s'empire les uns après les autres. Mais alors, ce film-là, c'est la merde qui te fait un doigt d'honneur. C'est le film qui te dit, t'as vu tu vois tous les 5 films que tu t'es tapé avant? Bah en fait,
tout ça c'était des conneries, le 6e t'aurait écrit toute la saga. Mais sans aucun remords. Et comme je l'ai dit, c'est pas un film, hein, c'est une saga de fanfiction. Oh, rien ne va. Alors, en plus, les rares qualités que l'on pouvait trouver dans le reste de la saga, nacage dans ce film. Même les scènes d'action qui étaient visibles jusqu'à présent, c'est découpé à la ramasse avec des zooms dégueulasses. Il y a rien qui va, des jumpscares. Il y a même fois des jumpscares sur des jumpscares. Je vous jure, ça arrive. Ça arrive une fois dans ce film, un jumpscare sur un jumpscare. Oh, mais comment tu oses terminer ta saga d'une manière aussi peu indécente? Comment? Alors, il va y avoir un reboot produit par James Wan, fort heureusement, parce que James Wan, c'est la qualité assurée. Mais, et quand je pense à l'autre connasse de Mila Jovovich, qui en entendant parler de ce reboot, ça même comme une fleur et faire « Oh bah, si James Wan fait ce reboot, c'est uniquement pour l'argent. » Mais ferme ta putain de gueule! Mais t'as pas le droit de parler! Mais t'as pas le droit de dénoncer James Wan, dire que James Wan fait ça uniquement pour l'argent, quand on voit que toi t'as profité juste de cette saga pour te faire une carrière que tu n'as plus! Oh putain, mais ferme ta gueule, connasse! Oui, je suis énervé. Je suis énervé parce que parce que le couple Jovovich-Anderson, ils ont fait une saga de merde juste pour se donner une carrière factice, juste pour faire une série de fanfiction toute pourrave, et alors qu'on appelle un reboot qui risque d'être bien mieux fait parce que James Wan sera aux commandes, là, on te sort la Mila Jovovich qui te fait « Oh bah, moi je dis que ce film ça va pas être bon parce que c'est fait par le fric. » Mais c'est le cul qui dit que la bouche pue! Mais c'est le cul qui dit que la bouche pue! Putain! Oh! Oh, elle aurait mieux fait de la fermer, celle-là. Bon! Je pense que je me suis assez énervé sur ce flop 15. Je me suis un peu laissé emporter. On va se calmer et passer à la suite.